Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rédaction de ce mardi 24 novembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. La 24e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État. Des mesures exceptionnelles ont été prises pour faire face au terrorisme. Et en catastrophe climatique, des centaines de milliers de victimes en 20 ans, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'Organisation nationale des Nations Unies. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours sur notre antenne. La 24e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Plusieurs textes et décrets ont été examinés et approuvés, notamment un décret portant mise en place des mesures exceptionnelles des sécurités. Je vous propose à présent d'écouter un premier extrait du compte rendu du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, qui est également porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le Conseil des ministres a tenu sa 24e séance le 24 novembre 2015. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question est un projet de décret portant mise en place de mesures exceptionnelles de sécurité. Compte tenu des menaces terroristes qui pèsent sur le monde en général et sur notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de mobiliser tous les moyens nécessaires pour faire face et prévenir et se prémunir contre ces menaces terroristes. La surveillance maritime, terrestre et aérienne sera renforcée. Les sites névralgiques, les lieux publics, les ambassades et les cantonnements des forces des pays amis bénéficieront d'une surveillance accrue. Tout rassemblement public sera interdit sur l'ensemble du territoire national pendant 2 mois, compte tenu de ce contexte sécuritaire. Ces mesures exceptionnelles de sécurité sont destinées à protéger également nos propres populations contre les menaces des Shabab et du mouvement Daesh. Notre population est appelée à faire preuve de vigilance et à appuyer nos forces de sécurité si elles constatent des comportements d'individus suspects. La deuxième question concerne une communication présentée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration sur l'emploi et la réforme de l'administration. Le gouvernement a lancé la réforme de l'administration en 2011. Cette réforme figure au cœur des politiques nationales de développement. La fonction publique djiboutienne doit devenir une institution dynamique et crédible aux yeux des administrés et des investisseurs. La réforme est d'abord lancée dans 2 secteurs. La fonction publique, le fichier unique et l'informatisation de ces 2 secteurs ont été réalisés. Les finances publiques également ont connu une informatisation au niveau des impôts et de la douane. Le système central de gestion ont donc été effectués. En 2016, des actions rapides sont programmées. La modernisation des textes juridiques portant sur l'organisation des ministères et la gestion des ressources humaines. Le respect et l'application effective des textes juridiques révisés. La mise en œuvre par les départements ministériels du cahier des procédures administratives de gestion des ressources humaines. L'amélioration des services de première ligne en instaurant l'initiative déclaration de services aux citoyens. L'instauration de la bonne gouvernance et le contrat de performance au niveau des entreprises publiques de l'État. Depuis 2013, des formations des fonctionnaires ont été dispensées à l'INAP pour renforcer les capacités des agents de l'État dans le cadre de la réforme de l'administration. Sur l'emploi, la politique nationale de l'emploi 2014-2024, qui s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre la pauvreté, a été formulée sur la base d'une approche participative. 7 objectifs et des priorités opérationnelles sont identifiés dans le cadre du SCAP, au sein de la vision 2035. Le PNE contribue donc au développement économique et social en promouvant l'adéquation formation-emploi. Les instruments d'accompagnement du plan national de l'emploi ou de la politique nationale de l'emploi sont mis en place, dont l'unité
de coordination et d'animation, le plan d'action opérationnel 2014-2018, ainsi que des structures de pilotage. Un observatoire de l'emploi et des qualifications a été créé par le décret du 21 septembre 2015, avec le renforcement des capacités de l'ANEFIP. Plus de 20 000 emplois ont été créés depuis 2011 grâce à ces réformes. Un programme d'envoi des travailleurs djiboutiens à l'étranger sont envisagés à travers des conventions bilatérales signées avec des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Dans un second temps, les textes et les lois approuvés ont porté sur un projet de loi portant sur un système d'information sur le crédit, notamment un autre projet portant sur la création d'un système de paiement national, sa réglementation mais aussi sa surveillance, aussi un autre projet de décret relatif à la création d'un comité national de la charia et pour finir, la sixième question du jour a porté sur la nomination et l'affectation d'un ambassadeur auprès du gouvernement américain. Tout ceci avec un compte-rendu, un second volet du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La troisième question concerne un projet de loi portant sur un système d'information sur le crédit. Ce projet de loi vise à moderniser par sa nouveauté les infrastructures financières nationales existantes. Les autorités nationales comptent à travers ce projet de loi moderniser la législation du secteur financier de notre pays, d'accompagner le développement du secteur financier à la lumière d'une croissance continue durant la dernière décade. Alors que certaines dispositions de la loi bancaire et des statuts de la Banque centrale ont un impact sur les participations au système d'information sur les crédits, les règles relatives aux aspects opérationnels du système n'ont pas été développées. Actuellement, le système d'information sur le crédit de Djibouti se résume à la centrale des risques, mais les informations sur les crédits inférieurs à 3 millions de francs Djibouti ne sont pas disponibles. Ce projet de loi envisage la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire national de l'information sur le crédit. La quatrième question est relative à un projet de loi portant sur la création d'un système de paiement national, sa réglementation et sa surveillance. Le système de paiement actuel n'est pas doté d'un cadre juridique nécessaire pour le développement du secteur financier. Le cadre juridique actuel oblige la Banque centrale à assurer la stabilité de la monnaie et le bon fonctionnement du système bancaire et financier du pays sans en posséder tous les moyens nécessaires. Aussi, l'architecture du projet de loi se présente avec 11 parties, 39 sections et 82 articles couvrant 6 domaines. Il est dévolu à la Banque centrale le pouvoir d'échanger des informations avec des institutions étrangères analogues sur la base de la réciprocité. Ce projet de loi consacre aussi le principe de l'intangibilité et de l'irrévocabilité des paiements confirmés par le projet de loi. La cinquième question concerne un projet de décret relatif à la création d'un comité national de la charia. La refonte du corpus juridique bancaire a intervenu en 2011. Prévoit la création d'une instance collégiale à compétence nationale composée de sages et de savants en finance et en loi islamique chargés de vérifier, de valider et de proposer des sanctions le cas échéant, les produits et les services islamiques servis sur la place financière djiboutienne. Ce comité national reflète dans sa composition la diversité culturelle, technique, linguistique du pays ainsi que le genre. Au nombre de 5 au minimum et nécessairement impair, les membres doivent être des hommes et des femmes attestant de solides connaissances de la loi islamique et de la finance, nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le CNC sera logé à la Banque centrale. Le CNC sera doté d'un budget annuel de 20 à 30 millions de francs Djibouti pris sur le budget national. La sixième question est un projet de décret portant nomination et affectation d'un ambassadeur. L'ambassadeur Mohamed Siad Douale est affecté comme ambassadeur auprès du gouvernement américain à Washington et cumulativement, il devient le représentant de Djibouti auprès des Nations Unies. M. Mohamed Siad Douale est un diplomate doté des qualités professionnelles et humaines reconnues pour avoir déjà servi notre pays au Kenya et à Genève.
où il a brillé grâce à son talent et ses compétences. En fin de séance, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait rapport au Conseil de sa mission de travail effectuée à Addis Abeba du 18 au 19 novembre 2015. Autre nouvelle du pays, l'ANEFIP, l'Agence nationale de l'emploi et la formation, mais aussi de l'insertion professionnelle, en collaboration avec l'INAP, l'Institut national de l'administration publique, a organisé une formation intitulée l'entrepreneuriat et techniques de recherche d'emploi qui a duré une dizaine de jours. 26 participants de plusieurs départements ont participé à cette formation. L'INAP participe activement à la réforme de l'administration. Elle prend également part de la supervision du processus avec le coordinateur de formation de l'ANEFIP. Lors de clôture de cette formation était présent le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed. L'objectif de cette formation est de créer, mais aussi de monter des projets qui deviennent de plus en plus un domaine d'insertion pour des gens diplômés dans le pays. Cette session établie dans le cadre de renforcement de la capacité de cadre de l'ANEFIP. Une formule pédagogique a été utilisée par les 3 formateurs qui sont relayés tour à tour ces journées de formation en vue de faciliter la dissémination de ces techniques nouvelles qu'on appelle méthode Moren. C'est de nouvelles approches que l'un capte de la réalité et de l'environnement pour pouvoir détecter les potentialités que les jeunes créateurs d'entreprises peuvent se projeter à l'avenir. Cette cérémonie a pris fin avec la distribution des certificats. À la fin de cette cérémonie, le secrétaire général Abdallah Ali Mohamed a rappelé que l'accroissement et l'amélioration de l'offre de formation technique professionnelle adaptée aux besoins du marché de l'emploi. À la page sport de ce journal, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec l'UNICEF, a tenu hier un atelier de restitution sur l'état des lieux des CDC au Palais du Peuple. À cette occasion, le secrétaire général au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Wahib Hamadou, le conseiller technique principal Omer Guedi, la représentante de l'UNICEF, Hasna Abdallah, mais aussi les directeurs des différents CDC de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur du pays, ont pris part à cet atelier. La séance a débuté par la lecture de Saint-Coran, ensuite s'est fait au tour du consultant de faire un exposé sur l'état des lieux de CDC. Dans leur exposé, le consultant a dans un premier temps dressé le bilan actuel des CDC et en second lieu, il a formulé quelques recommandations pour améliorer la situation actuelle des CDC. L'état des lieux sur la situation administrative, pédagogique, institutionnelle, matérielle et financière des CDC permettra de revoir la gestion des CDC pour en faire un fer de lance dans l'éducation extrascolaire de nos jeunes. Le secrétariat d'État à la jeunesse au sport a mené cette étude sur la volonté personnelle du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a placé les aspirations de la jeunesse djiboutienne au centre des préoccupations gouvernementales. Pour donner à chacun d'entre eux une opportunité pour formuler des recommandations et pour permettre une redynamisation des centres de développement communautaire. Je voudrais remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour l'organisation de cet atelier et les consultants nationaux. Je vous propose d'écouter à présent l'intervention du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Wahib Hamadou. Que notre département a décidé, et sur la volonté personnelle du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de revoir la gestion des CDC pour en faire un fer de lance de l'éducation extrascolaire de nos jeunes. Pour ce faire, un état de lieu sur la situation administrative, pédagogique, institutionnelle, matérielle et financière de ces structures est établie. Cette étude a questionné aussi l'ensemble des acteurs institutionnels et multilatéraux, mais aussi les usagers que sont les associations de quartier et les jeunes eux-mêmes. Nous attendons de cette réforme multidimensionnelle qui s'exercerait sur le domaine communautaire un accroissement de rôle des CDC dans la qualification de nos quartiers et une meilleure prise en charge des CDC et des problèmes des jeunes. Je ne saurais terminer le propos sans remercier l'UNICEF pour son concours constant dans l'organisation de cette étude. Nous faisons l'interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et nous revenons ensemble pour la suite de notre journal de la rédaction. Et nous partons dans le nord, notamment dans la région de Tadjoura, où dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant, qui y est célébrée chaque an le 20 novembre, mais qui a été célébrée hier à Djibouti, l'ONG SOS Village d'enfants de Tadjoura a organisé conjointement avec la direction régionale de l'éducation un atelier de sensibilisation sur la protection des droits de l'enfant. L'atelier sur la protection des droits de l'enfant s'est déroulé le dimanche dans la salle de réunion de l'ONG et a réuni une trentaine de participants composés des représentants de la communauté, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des éducateurs des écoles maternelles et Arman Gamer et enfin des parents d'élèves de cette école. L'objectif de cet atelier était de sensibiliser mais aussi d'engager un débat de réflexion parmi ces éducateurs sur la question de protection des droits de l'enfant. C'est la raison pour laquelle l'atelier portait essentiellement sur des travaux de groupe qui se poursuivront également dans l'avenir, dans les prochains jours. Ce village d'enfants tient énormément à ce que le droit des enfants soit respecté. Nous avons une politique de protection des droits des enfants qui est claire. Donc c'est dans ce cadre que nous avons invité les parents d'élèves de notre école maternelle, quelques personnes dans la communauté, des personnes des autorités régionales, pour pouvoir discuter ensemble et voir comment effectivement mettre en application cette protection des droits de l'enfant. On s'entend tous sur le fait que les enfants doivent être protégés du caractéristique de leur jeunesse, de leur vulnérabilité, du fait qu'ils sont que ce sont des enfants et qu'ils méritent d'être protégés. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes réunis dans cet atelier qui est très intéressant. Et toujours à Tadjoura, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant, le centre SOS Village de Tadjoura a organisé des activités sportives pour les enfants de cette région de Tadjoura. Les activités pour les enfants étaient au nombre de 4, un tournoi de football, une course de vitesse, filles et course de vitesse garçons, mais aussi un concours de dictée. Les participants à ces compétitions sportives et éducatives sont les différentes écoles de la ville de Tadjoura, à savoir l'école de Sultan Habib, l'école Daoud Alouane, l'école Tadjoura 3 ou encore
le centre LEC et le village d'enfants SOS de Tadjoura. Ces activités se sont déroulées en 3 phases. Le mercredi après-midi dernier, un concours de dictée s'est tenu. Vendredi matin, c'était la phase éliminatoire pour le tournoi de foot et course de vitesse. Et enfin, lundi matin, la phase finale pour la course de vitesse et le football. Toutes ces activités se sont déroulées à l'école de Tadjoura 2 avec la participation des responsables des différentes écoles primaires. La célébration de la journée mondiale de l'enfant se clôturait par la remise des prix aux gagnants de différentes activités à l'administration de SOS Village d'enfants à laquelle ont participé tous les staffs de SOS Village et différents animateurs. Je suis en école de Tadjoura 3. C'est la journée mondiale de l'enfant. J'ai été le deuxième des concours de dictée. Nous venons de célébrer ce matin la journée de l'enfant à Tadjoura en collaboration avec l'ESS Village. Donc nous avons organisé des tournois de football, de l'athlétisme et puis une dictée qui ont été remportés pour la plupart par les élèves de Tadjoura 2, que je félicite vivement au passage. Et c'est un travail de partenariat, donc nous sommes partenaires, nous et l'ESS Village. Et c'est une journée franchement mémorable, donc je félicite les organisateurs et je félicite les participants et les parents qui nous ont aidés. Actualité régionale maintenant, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a nommé Michael Keating du Royaume-Uni représentant spécial pour la Somalie et chef de mission d'assistance des Nations Unies dans ce pays, l'ONU SOM. Hamza Mohamed pour nous en dire plus. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé hier avoir nommé Michael Keating du Royaume-Uni, représentant spécial pour la Somalie et chef de la mission d'assistance des Nations Unies dans ce pays ONUSOM. Monsieur Keating remplacera Nicholas Kay, également du Royaume-Uni, qui achèvera sa mission à la fin de l'année. Le secrétaire général s'est dit reconnaissant du dévouement, du courage et du leadership de Monsieur Kay à la tête de l'ONUSOM à une période critique pour la transformation politique de la Somalie. Âgé de 56 ans, Michael Keating a une large expérience en matière d'appui en transition politique et en matière de gestion des programmes humanitaires complexes en Afghanistan, au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis 2012, il est directeur associé du Centre d'expertise en relations internationales Chatham House. Il a été parallèlement conseiller principal de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la Syrie. Auparavant, Michael Keating a été représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire en Afghanistan de 2010 à 2012. Par le passé, il a travaillé pour les Nations Unies au Malawi, à Gaza, à Jérusalem, à New York, en Afghanistan et au Pakistan et dans le secteur privé. La crise syrienne maintenant, le président russe Vladimir Poutine et le guide suprême iranien Ali Khamenei ont conjointement rejeté les pressions des grandes puissances dans le dossier syrien qui cherchent à imposer le départ du président Bachar al-Assad. Fardouz Hussein. Les alliés indéfectibles du régime de Bachar al-Assad, le président russe Vladimir Poutine et le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, ont affiché hier à Téhéran leur entente totale pour rejeter toute tentative extérieure de dicter son avenir à la Syrie. Il s'agit d'une fin de non-recevoir très claire à la demande des États-Unis, de la France, de l'Arabie Saoudite et de la Turquie, qui exige à terme le départ du président syrien. À l'issue d'une rencontre de plus d'une heure et demie à l'occasion de la première visite en Iran depuis 2007 du président russe, les deux parties ont souligné l'unité de point de vue entre Moscou et Téhéran concernant le caractère inadmissible des tentatives extérieures de dicter les scénarios du règlement politique de la crise syrienne, a déclaré un porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Réunis à Vienne mi-novembre, une vingtaine de puissances, dont la Russie, les États-Unis et l'Iran, se sont fixés comme objectif ambitieux de parvenir à des pourparlers de paix avant le 1er janvier 2016, mais demeurent divisés sur le sort de Bachar al-Assad.
Comme je vous l'annonçais dans le titre, les catastrophes climatiques ont tué plus de 600 000 personnes dans le monde au cours des 20 dernières années, selon un rapport de l'ONU publié à une semaine de la conférence sur le climat COP21 à Paris. Le rapport précise que la grande majorité des décès ont été enregistrés dans des pays à faible revenu, notamment aux Philippines, qui avaient été frappés de plein fouet en 2013 par le typhon Haiyan, l'un des plus puissants jamais connus sur Terre. Fardous Hussein nous en dit plus également. Les catastrophes climatiques ont tué plus de 600 000 personnes dans le monde au cours des 20 dernières années, selon un rapport de l'ONU publié à une semaine de la conférence sur le climat. Le rapport précise que la grande majorité des décès ont été enregistrés dans des pays à faible revenu, notamment aux Philippines, qui avaient été frappés de plein fouet en 2013 par le typhon Haiyan, l'un des plus puissants jamais connus. Outre les morts, l'ONU estime à plus de 4 milliards le nombre de personnes blessées et devenues sans abri ou ayant eu besoin d'une aide d'urgence. Typhons, cyclones, inondations sont devenus de plus en plus fréquents et dévastateurs. À la longue liste de phénomènes liés au dérèglement climatique s'ajoute la sécheresse qui frappe notamment la Chine, le pays qui a enregistré le plus grand nombre de catastrophes depuis 1995, avec les États-Unis durement frappés cette dernière décennie par les ouragans Sandy et Katrina. Dans ce contexte, l'ONU appelle les pays du monde à un compromis ambitieux sur le climat lors de la conférence de Paris. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers une économie verte décarbonée doivent être plus que... C'est tout pour cette édition de la rédaction, mais restez avec nous, bougez pas, tout de suite c'est le focus de Negat Fouad Saïd. Vous êtes étudiant? Djibouti Télécom vous présente son nouveau forfait spécial étudiant. Doté d'une nouvelle bande passante de 1 méga. Une vitesse de connexion de 1 méga pour seulement 3500 francs par mois. Oh, super! Un forfait pour tous les étudiants. Pour surfer plus rapidement et profiter au maximum d'Internet. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. En tant que professionnel, je me dois de vous informer des dangers auxquels vous vous exposez en achetant des pièces détachées contrefaites. Voici deux véhicules Toyota avec plus de 50 000 km au compteur. Dans le moteur de celui-ci est montée une pièce d'origine. Dans celui-là, une pièce de contrefaçon. Et voilà le résultat 10 000 km plus tard. Constatez vous-même. La pièce de contrefaçon est très abîmée et hors usage. La pièce d'origine Toyota est simplement usée. Vous l'aurez compris, pour préserver la vie de votre moteur et de votre famille, vous devez faire confiance à Toyota. Adressez-vous aux professionnels. Rendez-vous au garage Toyota chez Marie l'Automotive, route de l'aéroport. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre 2015, pour chaque recharge 3G de 1500 francs, Djibouti Télécom vous offre 20 heures de connexion. Votre clé 3G provisoirement suspendue peut être réactivée dès l'enregistrement d'une carte de recharge prépayée. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Les chaînes Canal+ et Évasion se réunissent, ça donne Évasion+, la formule la plus complète pour toute la famille.
avec le meilleur du sport sur les 4 nouvelles chaînes Canal+ Sport pour profiter des plus grandes compétitions et des plateaux d'experts. 50 films exclusifs. M'appelle James Bond. Scooby-Doo. Et 5 nouvelles séries tous les mois sur les autres chaînes Canal+. Et aussi des chaînes de divertissement. Jeunesse. Moi, c'est Gulia. Découverte et éducation de qualité pour offrir du grand spectacle aux plus petits comme aux plus grands. Besoin d'autre chose? À regarder quand vous voulez sur tous vos écrans grâce au nouveau service MyCanal inclus dans votre abonnement. Dès aujourd'hui, profitez de cette formule à un prix plus avantageux. Avec plus de 175 chaînes, radios et services d'exception, dont MyCanal. Alors qu'attendez-vous pour vous abonner ou vous réabonner à Évasion Plus? Pour plus d'informations, rendez-vous sur canalplus-afrique.com ou en boutique. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal. Nous revoilà ensemble pour le focus. Negad Fouad nous a rejoint. Bonjour Negad. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et nous allons parler de 4 éléments. Et donc on va commencer avec l'actualité nationale. Est-ce que tu nous as préparé, Negad? Et en sport en priorité. Donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a organisé, en fait, en collaboration avec l'UNICEF, a tenu un atelier de restitution sur l'état des lieux des CDC au Palais du Peuple. Donc à cette occasion, le secrétaire général au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Monsieur Wahib Hamadou, le conseiller technique principal, Monsieur Omar Guedi et la représentante de l'UNICEF, bien sûr, Madame Hasna Abdallah, et les directeurs des différents CDC et les jeunes et des différents quartiers ont pris part à cet atelier. Et la séance a débuté par la lecture du Coran, bien sûr, comme dans tous les ateliers. Donc, sans dans un exposé du consultant, c'est dans un premier temps qu'il a dressé le bilan actuel des CDC et en second lieu, a formulé quelques recommandations pour améliorer la situation actuelle des CDC dans l'entretien et la gestion. Donc l'état des lieux sur les situations administratives et pédagogiques, institutionnelles, matérielles et financières des CDC permettra de recevoir la gestion des CDC et en faire un fer de lance dans l'éducation extrascolaire pour nos jeunesses, pour la jeunesse djiboutienne. Donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, dans son initiative, a mené cette étude sur la volonté personnelle du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, bien sûr, et qui a placé des aspirations, beaucoup de soutien et de volonté afin de les aider à s'émanciper, à s'épanouir et à aider dans leur quête d'épanouissement dans les CDC. Voilà. Et pour l'actualité régionale. Et pour l'actualité régionale, nous allons parler aujourd'hui des nouvelles, en fait, vous donner des nouvelles de Mali, donc appuyées par des experts français et de l'ONU. Des enquêteurs maliens ont mené des perquisitions pour en fait débusquer sur les complices des auteurs de l'attentat contre l'hôtel Radisson de Bamako, perpétré le 20 novembre dernier. Donc l'enquête se poursuit au Mali, appuyée par des experts français de l'ONU et de l'ONU. Les enquêteurs maliens ont mené des perquisitions pour arrêter les complices de ces acteurs de l'attentat contre l'hôtel. Donc l'enquête avance, a assuré Boubacar Sidiki Samaké, le procureur chargé de l'enquête. Les assaillants ont bénéficié de complicité pour venir à l'hôtel, mais aussi pour compromettre et pour commettre le forfait, l'attentat. Donc, a déclaré à la télévision monsieur le procureur. Donc, tous les témoins s'accordent pour dire qu'il y avait deux terroristes, pas plus. Donc, je suis catégorique qu'il y ait des complices dans l'hôtel qui ont en fait assuré ou assisté, donc quel que soit en fait, pour parvenir à entrer dans l'hôtel. Et en culture, qu'est-ce que tu nous as préparé, Negad? Avant la culture, nous allons parler de sport avec la radiation en fait totale à vie qui a été requise contre Michel Platini par la chambre d'instruction de la justice interne de la FIFA, qui a été indiqué l'AFP. Monsieur Thibault Alès, avocat du président de l'UEFA. Donc, radiation à vie, telle est la peine demandée par la chambre d'instruction de la justice interne de la FIFA à l'encontre de Michel Platini. Monsieur Thibault Alès, avocat du président de l'UEFA, a affirmé
que c'était un pur scandale et que c'était démesuré d'agir de la façon. Donc, il a reproché à Platini d'avoir reçu un versement de 1,8 millions d'euros en 2011 par Joseph Blazer, président démissionnaire de la FIFA pour un travail des conseillers achevé en 2002, un paiement jugé déloyal par la justice suisse. Donc, la chambre de jugement de la FIFA, elle doit en fait rendre le verdict final en décembre 2015. Donc, en attendant, le français candidat à la succession de Steve Blazer à la tête de l'instance mondiale de football a saisi les tribunes arbitrales du sport vendredi dernier pour faire appel à sa suspension de 90 jours pour l'enquête actuelle de faire une campagne pour accéder aux places de président de la FIFA. Et pour clôturer ce focus, Nagad, l'insolite comme d'habitude. Donc j'aurais bien aimé en fait que vous voyez cette image, mais une opération antiterroriste à Bruxelles des chats sur Twitter pour brouiller les pistes. Donc c'est une image assez drôle. Donc des images de chats ont été largement postées sur Twitter par les internautes bruxellois pendant les opérations antiterroristes dans la nuit de 22 au 23 novembre. L'objectif est de contrer l'information divulguée par des riverains. Donc les internautes bruxellois ont répondu avec humour à l'angoisse environnement des opérations antiterroristes au cours de la capitale le 22 au 23 au soir, face à la demande des autorités de s'abstenir à des informations en fait sur l'internet, une manière d'éviter la propagation des photos des perquisitions en cours ou leur localisation menées par l'agglomération de Bruxelles au niveau d'alerte maximale depuis samedi dernier. Elle devait permettre d'interpeller Salah Salem en fuite. Donc l'étalage de ce félin réuni sous forme d'un avion en fait était censé dire stop au fait aux spéculations. Merci Nagad pour ce focus de ce début d'après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie également toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, rédaction, mais aussi technique et montage, mais aussi la régie. Et sachez que ce soir à 22h, vous avez rendez-vous avec Assam Bakr, Ali Abdillahi. Quant à nous, Nagad et moi, vous allez nous retrouver demain à partir de 11h dans la matinée. Entre-temps, passez des très très bons moments avec la suite de nos programmes télévisés.